Salut, c'est Gourmand et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous reprends tout simplement dans ma villa ici à Bali. Ça a l'air d'être cool, ça vend du rêve quand on le dit comme ça. Mais aujourd'hui je suis là tout simplement pour vous donner l'envers du décor, la réalité de mon expérience ici à Bali. Depuis un mois, donc je reste ici encore un mois. Je suis venu à Bali pendant 2 mois, ce qui est le maximum en tant que touriste. Donc je vais tout simplement faire un point avec vous sur mon expérience, les points positifs de Bali, surtout les points négatifs que j'ai pu relever par rapport à ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. On peut vendre du rêve sur Bali et vous donner tous envie d'y aller. Et finalement, ne faites pas la même erreur que moi puisque j'avais prévu de rester 6 mois à Bali en venant ici. Et en réalité, là, ça fait 1 mois et je vous cache pas que j'en ai un peu marre et que j'ai un peu hâte de rentrer ou de bouger entre guillemets dans une autre destination d'Asie. Heureusement finalement que j'ai changé mes plans et que je reste que 2 mois au lieu de 6 mois parce que j'aurais pété un câble. Donc je vais vous faire un petit point sur les choses négatives et positives pour que vous puissiez avoir un petit peu un avis tranché et que vous puissiez entre guillemets savoir vous préparer à certaines choses et savoir si certains points sont faits pour vous ou non. Alors la première chose que je voudrais soulever comme point négatif, je vais commencer par les négatifs, je vous donnerai les positifs ensuite. La circulation à Bali, puisqu'ici pour faire 20 km vous avez besoin d'1h30. Bête exemple, Seminyak Ubud pour ceux qui connaissent, 1h30 de route, 35 km de Ubud jusqu'à Uluwatu, 2 heures de route. Donc clairement, on se retrouve sur des distances qui sont parcourues très lentement et ce en voiture bien évidemment. Quand on doit bouger des bagages ou autre, c'est toujours en voiture. Après voilà, si vous êtes en scooter, ça peut prendre un peu moins de temps, mais vu quand même la circulation, vous allez au moins mettre 1 heure pour faire du 15 km, 20 km. Et donc c'est quand même très long, on se croirait en ville alors qu'on est sur une petite île en fait. Donc c'est quand même... Ça, c'est quand même relou. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'au niveau des courses, si vous voulez manger, entre guillemets, des choses que vous allez cuisiner vous-même, eh bien, faire ces courses revient finalement à un budget hebdomadaire similaire à la France, voire un peu plus élevé. Tout dépend des produits que vous consommez. Après voilà, je pense qu'en étant européen comme moi je le suis, et si c'est le cas en écoutant cette vidéo et que vous allez à Bali, j'imagine que vous allez acheter des produits que vous avez l'habitude de consommer, comme par exemple des pâtes, peut-être des flocons d'avoine, peut-être des fruits, des légumes, bananes, pommes, tout ça, peut-être des framboises surgelées, du chocolat, du beurre de cacahuète, de la confiture, peut-être un peu de beurre pour cuisiner, du fromage, du yaourt. Disons que sur ces aliments-là, on est sur des prix similaires à la France, voire un peu plus chers pour ceux qui sont importés. Et du coup, on se retrouve finalement avec un caddie qui coûte le même prix qu'en France, voire plus cher qu'en France, alors qu'on est venu en Asie parce que c'est moins cher. Donc finalement, c'est quand même assez paradoxal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus où je compare un caddie de course en France vs un caddie de course le même à Bali et je compare un petit peu les prix pour vous montrer un petit peu la différence qu'il y a et sur quel produit c'est moins cher en France ou à Bali. La vidéo d'ailleurs est dans la description si vous voulez la regarder. C'est assez intéressant avant de venir ici si vous comptez venir. C'est quand même assez paradoxal à cause de ça, du fait que ça soit très cher pour manger ce qu'on achète. On se dirait, bah écoute, je vais manger dehors parce que dehors ça coûtera moins cher. La réalité du terrain, c'est que j'ai fait une autre vidéo où je compare finalement une semaine de course vs une semaine de repas à l'extérieur et on retrouve finalement dans cette vidéo une synthèse et une conclusion qui est tout simplement que en réalité c'est quand même plus cher à l'extérieur puisque c'est pas aussi peu cher que la Thaïlande de manger à Bali. On mange rarement pour moins de 10 € par repas. Donc finalement on se retrouve avec, si on mange 3 repas par jour, 30 € de nourriture. On additionne ça sur on va dire 7 jours. Ça fait au moins 210 € la semaine. Bien évidemment qu'on ne fait pas que ça, on boit un petit peu. Souvent, on va prendre un petit cocktail ou un truc. On va manger une fois un resto un peu plus italien ou un truc comme ça qui est un peu plus cher. Résultat, la somme devient vite de 250-300 €. Et donc finalement, on est sur des semaines très chères, près de 1000 € le mois pour manger dehors à Bali. En mangeant à la maison, peut-être qu'on en aura pour 400-500 €, donc la moitié du prix. Évidemment, les gens vont se dire moi je suis en vacances, je vais manger dehors, c'est peut-être plus simple, je me prends moins la tête, etc. La problématique à ce niveau-là, c'est tout simplement les risques élevés d'intoxication, puisque si vous voulez manger à Bali des choses qui sont plaisantes, comme par exemple les avocado toast, les smoothie bowls, les salades, etc., on se trouve dans un pays où l'eau n'est pas potable et où il nettoie les légumes crus et les fruits avec de l'eau non potable. Et pareil, les glaçons sont parfois aussi non potables pour le café latte, les thés que vous voulez prendre frais parce qu'on est à Bali. Et donc finalement, on se retrouve en mangeant dehors à augmenter grandement les risques d'intoxication
Et du coup, c'est un point négatif aussi, c'est que manger dehors, c'est pas aussi cher qu'en France, donc on peut se le permettre. Ça revient quand même assez cher finalement au bout de la journée, mais il y a un grand risque d'intoxication. C'est pas compliqué. Sur les 3 premières semaines ici, on est tombé 3 fois malade et une fois, j'ai même dû aller prendre des antibiotiques, etc. Ce qui m'a coûté aussi une petite centaine d'euros d'aller chez le médecin, etc. et prendre les antibiotiques. Est-ce que ça vaut le coup? C'est plus cher que de manger maison et c'est risque d'intoxication quand même grand. Finalement, on se retrouve quand même avec quelque chose d'un petit peu négatif à ce niveau-là. Vous allez me dire, c'est aussi comme ça dans beaucoup de pays, mais voilà, ici, c'est quelque chose que tout le monde fait, c'est-à-dire que très peu de gens utilisent leur cuisine même quand ils en ont une. Et le truc, c'est que justement, j'ai fait une petite note ici, mais peu de logements ont des cuisines. Il se trouve qu'il faut vite prendre une villa pour avoir une cuisine, mais qui dit villa dit plus cher, alors que si vous prenez une petite chambre avec une piscine à côté de ça, ça vous coûte moins cher et donc vous devez manger dehors. Mais du coup, peut-être que la somme des deux, de la villa plus cuisine et maison, coûtera moins cher que la chambre plus manger tout le temps dehors. Ça augmentera aussi les risques d'intoxication de manger dehors. Tout est une question de choix. Mais voilà, on se dit qu'en règle générale, vous avez presque l'obligation en venant à Bali de manger dehors quasi à tous les repas parce que tout le monde n'aura pas une cuisine. Et que contrairement à l'Asie du type Thaïlande ou autre, il y a peu de petits supermarchés avec les trucs que vous pouvez acheter et réchauffer directement sur place comme les 7-Eleven qu'il y a en Thaïlande. Concernant les cuisines, j'ai un autre point du coup, c'est tout simplement que les cuisines sont ouvertes. Donc avec des cuisines ouvertes, on se retrouve tout simplement sur finalement des cuisines qui sont à même le jardin ou la piscine et où finalement vous avez les insectes qui rentrent directement dans la cuisine. Il y a des faces cachées à toutes ces villas à Bali, trucs comme ça. Mais tout est ouvert, il y a de la lumière et il y a des moustiques. Franchement, on est dans notre cuisine. On est dans notre piscine. Ça finit par in. Mais putain, c'est pas pareil. Et qui vont potentiellement grignoter votre nourriture si vous la stockez de la même manière qu'en Europe. Je m'explique, j'ai laissé des pâtes à lasagne dans une armoire pendant, on va dire, une demi-heure, le temps de me rendre compte à quel point il y avait des insectes dans la cuisine et de me dire, ok, il faut que je rentre tout dans le logement, dans la seule pièce, on va dire, fermée du logement. Mes pâtes à lasagne, en voulant les utiliser 3 jours après, elles étaient pleines d'insectes et ils avaient fait leur nid dedans, ils avaient tout mangé, donc je n'ai pu consommer à aucun moment une pâte à lasagne. Ça veut dire qu'il y aura des insectes partout et que si vous êtes un peu maniaque, vous allez avoir besoin de nettoyer le plan de travail 15 fois par jour pour faire la cuisine. Il y aura toujours des fourmis, etc. Si avec ça, puisque de notre côté, on a eu la chance d'avoir un petit nid de frelons asiatiques qui s'est installé dans notre cuisine. Donc finalement, voilà, on est en Asie du Sud-Est. Il y a aussi cet aspect-là, l'aspect insecte un peu plus dangereux, qui fait que vous devez quand même faire un peu attention à ce niveau-là, parce que des nids de frelons asiatiques, si vous attaquez en groupe, vous pouvez vite décéder, parce que clairement, la médecine et la rapidité pour arriver dans un centre qui sera optimal entre guillemets pour vous soigner, c'est pas pareil qu'en Europe, on va dire. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime bien manger sur du propre, qui se soucie des petites bêtes, etc. Ici, avoir une cuisine, vous n'avez pas le choix, ça sera jamais à l'intérieur. J'ai beau chercher, retourner tout. J'ai trouvé très peu de villas avec cuisine à l'intérieur. Toujours, c'est ouvert et donc il y a plein d'insectes. Après, même une fois, j'en ai eu une où c'était à l'intérieur et même comme ça, il y avait des fourmis dans la cuisine puisque en fait, l'isolation et tout ça, c'est complètement différent de chez nous. Une autre chose, c'est les normes d'hygiène. Ça va un petit peu à ce que je vous disais avant. C'est que les Balinais ne sont pas élevés de la même façon que nous au niveau de l'hygiène et il y a beaucoup de choses au niveau de la cuisine qui est finalement qui sont différentes et qui ne les dérangent pas. Par exemple, je vous donne un bête exemple, il y avait un gars qui venait nous faire le petit déjeuner à un moment donné dans une des villas et il vient en scooter, il arrive à la maison, il chope du beurre qui n'est même pas au frigo, c'est une margarine, il l'a laissé dans un tiroir avec des fourmis, il chope le beurre avec sa main et il va étaler dans la poêle. Il a été dans son scooter avant, il n'y a aucun moment où il s'est lavé les mains. Puis il nous a fait des œufs brouillés là-dessus. Voilà, quand vous voyez ça une fois, vous n'avez plus trop envie qu'il cuisine pour vous. Et si c'est le cas pour un gars qui vient cuisiner chez vous, c'est le cas pour les cuisiniers, c'est le cas pour tout ça. Donc finalement, au niveau hygiène, c'est un peu différent ici. Même au niveau nettoyage, il ne nettoie pas à l'aspirateur, c'est un balai, ça nettoie approximativement. Enfin bref, tout ce qui est propreté, c'est aussi pas top, on va dire, à ce niveau-là. Pour en revenir avec ça, finalement, c'est un peu corrélé, mais les extérieurs des rues sont aussi très délaissés, très peu hygiéniques, très, on va dire, mal entretenus. Et donc, hormis les rues touristiques principales, la Jalan Raya dans n'importe quelle ville, ou n'importe quel endroit de Bali où là, oui, c'est ok parce que c'est touristique,
il y a un peu les gros commerces, tout ça, donc c'est propre. Et encore, à part ça, vous vous retrouvez dans des endroits où il n'y a pas de trottoir, où il y a des trous, si vous ne regardez pas où vous mettez vos pieds, vous vous retrouvez dans les égouts, où il y a des petits morceaux de bois de cette taille-là pour marcher, pour éviter de tomber, où il n'y a rien du tout, des cailloux, simplement, c'est pas compliqué, mon genou, ça s'est passé tout simplement parce qu'un trottoir était très mal en point et que les scooters se garent en plein milieu, puis après ils font des demi-tours, etc. Vous devez éviter, en tant que piéton, vous êtes vraiment un peu en danger. Donc finalement, c'est un peu vétuste, un peu vieux, un peu old school, et comparé aux pays d'Europe, on se sent moins bien à Bali quand on se balade dans la rue, on va dire, quand il n'y a pas de soleil surtout. Et il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de moments où il fait sombre, où il y a des nuages ou de la pluie, et où finalement on se sent vraiment limite dans une atmosphère triste alors qu'on est à Bali, quoi. D'ailleurs, ça va en corrélation avec un autre point que j'ai abordé, c'est tout simplement qu'il pleut très très fort, peut-être une fois par semaine, voire 2 fois par semaine en saison sèche. En saison des pluies, ça peut être tous les jours, et quand il pleut, parfois c'est une journée complète, parfois c'est 1 ou 2 heures, mais la pluie est vraiment violente et impossible de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Donc si vous aviez prévu de venir à Bali pendant 10 jours et que vous avez un plan strict de ce que vous allez faire, il se peut que vous ne puissiez pas faire tout votre plan parce que voilà, il y a des jours où il fait dégueulasse et vous ne pouvez pas sortir. Même commander un Grab pour tout simplement avoir de la nourriture à emporter, puisque comme je vous disais, il y a très peu de cuisine. Un Grab, c'est un Uber Eats en gros. Le gars va vous mettre 1h30 à arriver parce que embouteillage, pluie, inondation. Résultat, votre nourriture est froide. Donc en gros, dès qu'il pleut, c'est un peu en mode stand-by dans la ville. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et comme je disais, au niveau mood, vu que vous venez à Bali pour les plages, pour la piscine et pour le beau temps, si ce n'est pas le cas, on se sent un peu pas trop bien, quoi. Donc ça, c'est un point à retenir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jours où c'est comme ça. Même si on dit ouais Bali, moi on m'a toujours dit ouais Bali, même quand il pleut pas longtemps et on peut continuer après. Personnellement, depuis que je suis là, j'ai eu peu de jours où le soleil s'est montré très longtemps. Peut-être sur un mois, il y a eu 10 jours où le soleil était là tout le temps, et sinon il y a la moitié de la journée où il fait très sombre. Et pourtant nous sommes mi-avril, donc la saison des pluies elle est finie. Une autre chose que je voulais aborder, c'est que voilà, il y a l'aspect rue touristique, il y a l'aspect où à ce moment-là c'est plus clean, mais il y a aussi l'aspect touriste, puisque du coup on est dans un endroit où c'est devenu très très peuplé, très touristique, et donc aussi très bruyant, mais aussi très relou à certains moments, parce que voilà, tout le monde est dans l'aspect tourisme, mais tourisme de masse, avec des choses qui finalement sont pas super top à faire, mais que voilà, comme tout le monde le fait, ils mettent ça en avant. Mais aussi le point principal, c'est celui de voilà, les taxis. Pour moi, pour les touristes, sont très chiants sur les grosses villes comme Seminyak, Canggu, la côte ouest. À ce moment-là, en fait, là-bas, les taxis ou les scooters, en gros, si vous ne vous baladez pas en scooter et que vous vous baladez à pied, c'est vraiment quelque chose de très mal vu, puisque déjà premièrement vous avez vu, c'est un peu dangereux. Bon, après je ne vous dis pas que se balader en scooter c'est plus sécuritaire, au contraire, personnellement je n'ai pas pris quand j'ai vu comment les gens roulent ici et comme ça peut être dangereux. Je ne prends pas de scooter, mais voilà, on a du coup des gens qui sont un peu relous, on va dire, parce qu'ils nous empêchent de se balader tranquillement à pied, déjà parce que comme je vous disais, ils roulent un peu n'importe comment et tout, il n'y a pas de trottoir, c'est un peu galère. Mais aussi, on a ce qui est des taxis qui sont des taxis scooters et qui vous crient tout le temps ou qui vous klaxonnent tout le temps pour vous prendre. Mais vraiment, je disais que sur 20 mètres, il y en a un à chaque fois qui vous klaxonne ou qui vous appelle et qui vous dit bike, 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 bike ou bien taxi, taxi, taxi. Bref, il vous crie taxi ou bike ou il vous klaxonne tous les 20 mètres. Donc si vous voulez faire 1 heure de marche, apprêtez-vous à avoir les oreilles comme ça à la fin ou tout simplement en prendre un. Mais personnellement, niveau hygiène, voilà, me coller à un gars qui est en veste toute la journée, qui transpire et qui pue alors que je viens de me nettoyer pour aller au restaurant, j'aime pas trop. Donc c'est aussi à retenir à ce niveau-là, c'est que se déplacer c'est un peu galère à Bali, que ce soit à pied ou en scooter c'est dangereux ou vite sale. Enfin, il y a beaucoup de points à retenir sur les transports qui sont pas très bénéfiques. Ce que je disais à propos du tourisme, c'était aussi que vu qu'il y a des touristes toute l'année, c'est toute l'année assez, on va dire, peuplé, bruyant, et donc c'est très difficile d'avoir des endroits assez calmes, et que ça soit au niveau pour des travaux aussi, puisque c'est très en vogue en ce moment Bali, donc ça construit de partout, donc on a vite du bruit, que ce soit en journée ou la nuit, et si vous n'avez pas des boules qui est, franchement vous n'allez pas très très bien dormir à Bali, tout simplement pour ça, mais aussi parce que les climatisations ici, les airs conditionnés sont assez bruyants, donc finalement même ça gêne un petit peu au niveau de la qualité du sommeil. Certains logements n'ont même pas de rideaux non plus, et finalement du coup vous avez vite un réveil à cause de la lumière du jour, etc. Enfin bref, il y a pas mal de points quand même qui sont assez différents de chez nous au niveau des cultures, et finalement il faut vraiment s'y habituer, ou si on sait qu'on est quelqu'un qui a du mal à bien dormir,
c'est pas ici qu'on va le mieux dormir, quoi. Il reste 2 points à aborder selon moi. Le premier est tout simplement la nourriture en Asie. Comme je disais qu'elle est un petit peu moins hygiénique que chez nous, puisque les coutumes sont différentes, les habitudes le sont aussi. Mais il y a aussi un point principal, c'est que au vu de cette hygiène, ils mettent beaucoup d'antibiotiques dans l'alimentation. Et ces antibiotiques, finalement, notre corps s'y habitue et donc a tendance à finalement en faire on va dire un composé courant de notre alimentation. Et donc, lorsqu'on tombe sur une bactérie liée à l'hygiène de l'eau ou des aliments, en fait, on se retrouve potentiellement avec une résistance aux antibiotiques, puisqu'il y a déjà tellement d'antibiotiques utilisés dans l'alimentation en règle générale pour la production d'aliments, etc., que vous avez tellement consommé en mangeant ici que vous êtes habitué à ces aliments et à ces antibiotiques. Et du coup, que lorsque vous prenez un antibiotique pour contrer une bactérie qui serait en train de vous attaquer au niveau intestin, etc., comme ça a été mon cas, j'ai carrément eu du sang dans mes selles à cause d'une bactérie, eh bien il se trouve qu'à part certains antibiotiques, vous pourriez très mal réagir et finalement ne même pas pouvoir soigner cette bactérie avec des antibiotiques, puisque vous aurez une résistance du fait que vous avez mangé beaucoup d'aliments d'Asie qui sont traités bien différemment d'Europe. Et donc ça, c'est un point encore à prendre en compte si on veut rester vivre longtemps ici. C'est quand même très limite à ce niveau-là. Le dernier point que j'allais aborder, c'est tout simplement celui des salles de sport. Vous allez trouver des salles de sport ici parce que voilà, les gens aiment bien faire attention à leur image, etc. Il y aura toujours une salle de sport. Le seul point négatif, c'est que les salles de sport sont rarement climatisées. Les seules climatisations qu'il y a, c'est des ventilateurs qui potentiellement soufflent de l'air chaud et qui sont sur des salles de sport ouvertes vers l'extérieur avec 30-35 degrés à l'année. Donc finalement, vous êtes sur une chaleur humide, 30-35 degrés, vitres ouvertes, climatisation qui ne sont même pas des vrais clims mais plutôt des ventilateurs. Et donc vous suez, vous transpirez énormément en vous entraînant, ce qui peut potentiellement altérer votre perception de l'intensité de l'entraînement. Pensez que vous entraînez suffisamment intensément alors qu'en réalité c'est beaucoup moins intense que dans une salle climatisée et du coup altérer un peu vos performances et votre croissance musculaire, évidemment sur une période plus ou moins courte, parce que quelqu'un qui fait ça toute sa vie va bien évidemment s'habituer à cela. Mais c'est un point encore à retenir lorsqu'on part à Bali, c'est galère pour s'entraîner, on va dire de manière aussi intense qu'on voudrait. Bon, maintenant que j'ai parlé des points négatifs, je vais vous parler des points positifs que j'ai retenus de Bali, puisqu'il y en a aussi bien évidemment. Mais voilà, avec tous les points négatifs que j'ai listés, personnellement, c'est pas mon coup de cœur comme ville. Ou comme île, je ne pourrais pas y rester trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses de mon quotidien telles que l'hygiène, telles que la cuisine sans bestiole, telles que le fait de devoir faire attention lorsqu'on mange au restaurant pour ne pas être malade et ne pas pouvoir prendre du coup d'aliments crus, etc. alors que c'est ce que j'aime, le fait de s'entraîner dans des salles hyper chaudes, le fait de vouloir faire ses pas et de ne pas pouvoir faire du NEAT comme on le voudrait parce que c'est dangereux. Enfin bref, tous ces points principaux là font que je ne pourrais pas spécialement me décider de venir vivre à Bali par exemple. Mais voilà, il y a des points positifs aussi. Le premier étant que les gens autour de nous sont super serviables, tout le monde est très sympathique et nous demande comment ça va et souriant, etc. Comme c'est pas toujours le cas dans les pays d'Asie qu'on a pu faire à part Bali, mais franchement ici on le sent directement dès qu'on arrive que les gens sont conviviales, etc. Donc ça c'est vraiment très cool, ça donne une bonne atmosphère et un bon mood directement. Au niveau des transports, voilà, comme je disais, ils sont un peu compliqués parce que les taxis sont un peu en scooter, un peu sale, donc c'est pas ouf. Au niveau de la route, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, on a des taxis ou des transports qui sont très peu chers. On se retrouve sur des 15-20 minutes de route pour 3 €. Franchement, c'est vraiment pas cher, tout ce qui est Uber, Grab, Gojek, etc. Il y a le point aussi où la nourriture en elle-même, comparée à d'autres pays d'Asie, est quand même déjà très développée. Il y a beaucoup de choix différents d'alimentation plutôt européanisée ici à Bali. Donc si vous voulez manger européen, il y a totalement moyen. Et en plus, c'est moins cher qu'en France pour un repas. Et les goûts restent très corrects. Honnêtement, on n'est pas sur de la cuisine fine, gastronomique, mais au niveau des aliments, on va dire du quotidien, dans des brunchs, des choses comme ça, c'est vraiment très bon pour ce que c'est et c'est vraiment pas cher. La seule particularité, c'est que ici, on est un peu obligé de manger dehors souvent. En France, on va manger peut-être dehors 1 ou 2 fois et donc finalement, à terme, ça nous reviendra par semaine quand même à plus cher que la France au niveau du budget food si on mange tout le temps dehors comparé à manger à la maison et 1 ou 2 fois dehors quand on est en France. Il y a aussi le point que vers Canggu, donc la partie ouest, mais aussi surtout Canggu, Seminyak, on a pas mal de digital nomades, mais aussi pas mal de touristes européens francophones et donc vous pouvez être assez vous ne serez pas en manque de francophones, de français ou de parler français lorsque vous êtes surtout à Canggu. Donc ça, c'est pas trop mal si vous aimez avoir
un cercle de personnes proches de vous qui peuvent parler avec vous dans votre langue. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à Bali et surtout à Canggu. Comme je disais précédemment avec la problématique des salles de sport qui sont peu climatisées, il y a quand même néanmoins beaucoup de salles de sport, donc très facile de s'entraîner si vous voulez garder un mode de vie avec une activité physique, avec un entraînement en musculation, en crossfit ou en cardio. Vous avez toujours la possibilité de prendre une salle de sport. Et honnêtement, les prix mensuels sont plus ou moins similaires à ceux de la France. On peut se retrouver autour de 30 € le mois ou 15 € la semaine, 10 € la séance. C'est plus ou moins les prix de la France au niveau des salles de sport. Donc ça, c'est complètement correct. Sauf certaines, il y en a une à Canggu, je ne sais même plus le nom exact, mais où ils abusent vraiment et où le prix de la semaine est aberrant, genre un truc au-dessus de 100 € par semaine, c'est vraiment abusé. Pour les personnes qui sont vraiment dans l'alimentation healthy, manger à Bali c'est assez simple et assez peu coûteux, puisque si vous voulez par exemple manger un avocado toast ou manger du poulet, c'est deux aliments qui sont vraiment très peu chers ici, puisque vous allez acheter du poulet à hauteur de je dirais 4-5 € le kilo, et les avocats, pour un gros avocat qui fait 300 g de chair, avec 250-300 g de chair, on va être autour des 1 €, ce qui est équivalent de 2 avocats en France et qui nous coûtera environ 3-4 € en France. Donc c'est 3-4 fois moins cher que la France pour ce qui est des produits comme l'avocat et le poulet. Donc si c'est des aliments que vous aimez bien manger, ça c'est quand même assez cool de pouvoir en manger sans que ça coûte cher. Pareil pour le fruit du dragon, pitaya, qui est pas cher du tout et qui, si vous aimez bien, est franchement atteignable. La dernière chose, c'est le budget logement qui peut vraiment être cher dans certains cas si vous le voulez, mais qui peut aussi être assez peu cher puisque vous pouvez trouver on va dire une chambre avec une salle de bain privative dans on va dire un complexe avec une piscine pour autour de 20, 30, maximum 40 € la nuit et parfois même avec le petit déjeuner compris, et du coup ça vous fait pas trop cher. Donc si vous restez ici 2 semaines, vous avez peut-être pour, disons 250-300 € de logement pour 2 semaines. C'est vraiment pas cher, et surtout si vous êtes en couple, les prix ne seront pas plus chers puisque c'est un lit double en soi. Donc voilà, 300 € pour deux pour le logement sur 2 semaines, c'est vraiment pas mal. Évidemment, après il faut aller manger dehors, etc. Mais c'est vraiment des prix qui sont, on va dire, très corrects. Le transport, c'est pareil. La nourriture, voilà, ça va être le budget le plus élevé puisqu'on est obligé de manger souvent dehors et que les prix, c'est pas ceux de la Thaïlande. Bon, c'est quand même moins cher que la France, mais si vous mangez 2-3 fois dehors et que vous allez une fois dans un resto plus typique européen, vous allez quand même avoir une addition qui peut monter autour des 50 € pour 2 personnes pour le soir. Donc finalement, on est quand même sur des prix quand même assez élevés à ce niveau-là. Mais mon expérience globale, c'est que venir à Bali pour une semaine ou deux, dépayser, profiter de la plage, du beau temps quand il est là, de la chaleur, de la piscine, etc. et manger dehors tous les repas pour se faire plaisir sur 2 semaines, c'est un endroit qui ne va pas vous coûter trop cher comparé à d'autres îles. Mais voilà, si vous voulez venir y vivre, c'est peut-être quelque chose à repenser, puisque le budget full sur du long terme est quand même assez important, qu'il faut aimer le mode de vie, comme je vous disais, où l'hygiène est un peu différente, il faut aimer les cuisines ouvertes, il faut aimer la chaleur comme ça, il faut aimer de se balader dans les rues un peu sales et vieilles quand il fait moins beau aussi. Enfin bref, il y a des points à prendre en compte qui font que Bali n'est pas la destination de rêve pour moi, mais que voilà, contrairement à ce qu'on vous vend, qui fait tout le temps beau, qui a des sables blancs et tout ça, c'est une partie de l'iceberg. Mais voilà mon expérience, je ne serais pas resté ici plus longtemps. Pour vous dire, si je pouvais partir maintenant, je serais parti après 1 mois. Après voilà, j'ai déjà réservé pour 2 mois, le prochain vol pour Singapour est déjà prévu, donc ce ne sera pas le cas. C'est pas un coup de cœur pour moi, contrairement à d'autres endroits que j'ai pu faire. Surtout, ce qui me choque le plus, c'est les attentes qu'on peut avoir sur Bali au vu des réseaux sociaux actuellement et au vu de tout ce qu'on entend et tout ce qu'on peut voir, parce que voilà, on vous montre aussi les bons côtés. Je préférais attendre 1 mois d'expérimentation et avoir fait Seminyak, Ubud et Uluwatu, donc 3 endroits assez différents de Bali avant de vous donner mon ressenti. Mais finalement, il était un peu similaire partout. Il est assez mitigé à ce niveau-là. Je ne vous dirais pas que c'est le top du top d'aller à Bali. Mais voilà, il faut peut-être y aller, tester en connaissance de cause de ce que je viens d'aborder dans cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo plutôt seed talk un peu longue, mais voilà, qui était pour but de vous préparer à partir à Bali, ou vous vous habituez à est-ce que vous aimeriez Bali ou non, ou vous posez la question avant de réserver un voyage, était un peu plus longue, mais j'espère qu'elle vous a quand même été utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime, même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.